Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours vendredi 18 novembre 2022 et je continue mes pérégrinations à partir de cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. Alors c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle.net, le site mécaniqueuniverselle.net, et dans lequel je défends l'idée que la, la vie a un sens, que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Elle est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est une perfection spirituelle. Bien entendu, il faut qu'elle puisse s'épanouir dans une perfection écologique, technique, sociale, humaine, la paix universelle, etc. Voilà. Je vous renvoie à la lecture de soit des vidéos antérieures, soit de mon site. Alors autant dire que ça s'oppose à la plupart des concepts qui sont développés sur le mythe de Sisyphe, pour qui la vie n'a pas de sens. Il vaut mieux la pensée absurde pour pouvoir gagner en liberté et y vivre comme pleinement, en somme. Voilà. Donc, je reprends la lecture et je commente quand j'en ai envie, tout simplement. Alors, page 86, je continue. Savoir si l'on peut vivre sans... Alors, je vais commencer par le haut. Mais que signifie la vie dans un tel univers? Rien d'autre pour le moment que l'indifférence à l'avenir et la passion d'épuiser tout ce qui est donné. Donc là, il y a deux choses fondamentales. Indifférence à l'avenir. Il ne veut pas se poser de questions sur le devenir, donc sur justement la destinée de l'humanité, qui donne le sens de l'humanité. Sinon, on ne peut pas comprendre le sens de l'humanité. Si on reste dans le moment, dans l'instant, dans le jour, sans se poser la question, si on est indifférent à l'avenir, s'il n'y a pas de lendemain, comme il le pense, on ne peut pas comprendre que l'humanité a un sens, et à ce moment-là, évidemment, si la vie n'a pas de sens, donc pas de Dieu, pas de maître, on peut réclamer l'idée d'être de la totale liberté et d'être le Dieu, quoi, d'être Dieu, d'être le créateur de son existence et donc de, de l'ensemble de la création, en somme. Où la création ne devient alors plus qu'un instrument pour pouvoir jouir, comme il le dit, le plus possible, d'épuiser tout ce qui est donné, c'est épuiser tout ce qui est donné, c'est-à-dire jouir le plus possible. Voilà, et ça, évidemment, ça va à l'opposé de, de la sagesse que les spiritualités, que la philosophie, etc., donnent quand elles pensent que la vie a du sens, que l'humanité a du sens. Et que même la vie humaine a une logique, une sorte qui engage l'homme à justement ne pas épuiser le donné, à vivre de manière mesurée, en somme. Voilà, qui s'oppose à, je ne me souviens plus en grec comment ça on dit, si c'est la débauche de vie, quoi, en somme. Et c'est pas pour rien que toute la philosophie s'oppose, une grande partie de la philosophie s'oppose à cette conception de l'existence. Donc je continue. La croyance au sens de la vie suppose toujours une échelle de valeurs, un choix
nos préférences. Alors là, bien sûr, puisqu'il parle de la croyance au sens de la vie. Mais la croyance, c'est-à-dire, c'est croire qu'il y a du sens sans se poser la question. Mais ça élimine, il ne parle pas, il ne pense pas en termes de se poser la question s'il y a du sens de la vie, d'aller étudier les choses pour savoir s'il y a du sens de la vie, d'aller étudier les propositions de la téléologie, les propositions des religions, de les étudier réellement, de se dire comment vous nous dites qu'il y a du sens, que l'humanité a une destinée, qu'elle va vers l'apocalypse, qui est la révélation, l'arrivée de l'amour sur le royaume de l'amour qui s'impose, le royaume de Dieu, etc. Expliquez-moi comment, voilà, je veux bien me coltiner le travail. Mais bien sûr que là, il prend le soin de parler de croyance. Alors la croyance au sens de la vie suppose toujours une échelle de valeurs. Mais l'analyse inclut bien sûr un sens des valeurs, c'est-à-dire qu'on est obligé à ce moment-là de comprendre que la morale n'est pas une idiotie, c'est pas quelque chose. Voilà, si l'humanité, depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates pour rentrer dans la culture de l'humanité, euh, elle, elle a une logique. Dans cette logique, il y a tout ce qui conduit progressivement à l'apparition des grands thèmes religieux. Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Les grandes valeurs de le pardon, toutes les grandes valeurs données par les grandes spiritualités qui donnent un sens moral à la société. Et là, en somme, il veut s'exonérer de cette... C'est quelque chose qui le dérange, parce que c'est un empêcheur de jouir de la toute-puissance en rond, en somme. Et c'est ce que ne veut pas entendre Albert Camus, pour qui le désir de toute puissance, et là il est à mon sens très nietzschéen dans ce sens, mais attention, il y a un esprit critique derrière ce que je dis, mais c'est tout à fait humain, et il faut qu'il y ait des pensées comme ça, des hommes comme ça, j'assimile ça au narcissisme, à une tendance plus prononcée vers le narcissisme, euh, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Il n'y a pas, voilà, ça fait partie de l'existence. Seulement, l'humanité ne peut pas être à 95% narcissique et 5% névrosée. Dans un monde comme celui-ci, c'est la violence la plus extrême, la guerre, la lutte, la bagarre continuelle, jusqu'à ce qu'il reste plus que le chef des narcissiques et une bande de narcissiques derrière. Donc, c'est pas possible. Si le monde est fait de 95% de névrosés, donc de personnes qui ne vont pas aller exprimer leur désir de toute puissance, qui ne vont pas chercher à jouir au détriment voilà, de jouir sur le dos des autres, parce qu'en fait, on ne peut faire que ça. La jouissance totale, c'est ma liberté qui, quoi qu'il arrive, finira par interdire la tienne de liberté. Et c'est ce qu'on peut constater dans ce cas-là. C'est mécanique en somme. Et donc le névrosé, lui, il préfère frustrer ses pulsions, frustrer ses tendances. Et c'est pour ça que la majorité humaine est névrosée. La névrose, c'est la pathologie normale de l'humanité, entre guillemets. Le narcissisme, c'est la pathologie extraordinaire, la pathologie marginale dans cette forme. Et que l'humanité, d'une certaine manière, cherche à combattre, au moins à en combattre
la puissance, voilà, dans cette force. Donc, la croyance à l'absurde, selon nos définitions, enseigne le contraire, mais cela vaut qu'on s'y arrête. Alors, il reprend en dessous. Savoir si l'on peut vivre sans appel, c'est tout ce qui m'intéresse. Vivre sans appel. Donc, en somme, vivre totalement, pleinement. Mais vivre, je remets ce terme dans l'idée de toute puissance, dans la toute puissance. Mon désir prédomine tout ce que... On ne doit pas arrêter mon désir, en somme. Je continue. Je ne veux point sortir de ce terrain. Ce visage de la vie m'étant donné, puis-je m'en accommoder. Or, en face de ce souci particulier, la croyance à l'absurde revient à remplacer la qualité des expériences par la quantité. Vivre en quantité plutôt qu'en qualité. Là, c'est très important. C'est morphal, en gros. Hein. C'est je veux tout. Je veux... Il n'y a que ça qui peut éventuellement me rassasier. Et ça va à l'encontre de toutes les philosophies qui disent ça ne te rassasiera pas. Tu peux y aller, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux monter, avoir tous les honneurs que tu veux, avoir toutes les femmes que tu veux, avoir tout le pouvoir que tu veux. Tu ne seras pas rassasié. Tu n'atteindras pas ce que tu veux atteindre, en somme, la plénitude. Ce n'est pas le moyen d'atteindre la plénitude. Et ça, c'est vraiment vraiment incroyable qu'il puisse. Donc la croyance à l'absurde, c'est le point de vue qu'il prend, hein, qu'il choisit. Il dit, je choisis de croire à l'absurde. Il ne dit pas, je vis l'absurde. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes. Il ne cherche pas à ressentir l'absurde, mais à croire à l'absurde. Donc de façon superficielle, qui n'a rien à voir avec la sensation de l'absurde qui terrasse un être humain. Si je me persuade que cette vie n'a d'autre face que celle de l'absurde, si j'éprouve que tout son équilibre tient à cette perpétuelle opposition entre ma révolte consciente et l'obscurité où elle se débat, si j'admets que ma liberté n'a de sens que par rapport à son destin limité, alors je dois dire que ce qui compte n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Alors, à son destin limité, n'a de sens que par rapport à son destin limité. C'est la seule limite qu'il s'accorde, la mort, que c'est son destin, mais il parle bien d'un destin d'ailleurs, là. Il est bien conscient qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée. Tu ne peux pas, ta toute-puissance s'arrête à cette chose-là. Tu ne peux pas être tout-puissant face à la dernière chose qui existe, même si tu atteins toute la plus grande toute-puissance, et quoi qu'il arrive, on se rend compte tout le temps, même Alexandre le Grand, que sa toute-puissance est pas... Voilà, et puis même, je crois que c'est Alexandre qui interroge Diogène en lui disant demande tout ce que tu veux, je te l'accorderai, et Diogène qui lui dit ôte-toi de mon soleil. Donc il atteint même pas la première marche où se tient Diogène. Donc la toute-puissance, ça n'a aucun intérêt en réalité dans la vie. La seule chose, c'est que c'est ce qui fait construire, ça permet de construire l'humanité. Ça donne une ambition démesurée, ça permet de construire la Tour Eiffel, d'être Alexandre le Grand, d'être César, voilà, de construire des buildings. C'est quelque chose qui est un des moteurs de la construction humaine. Mais ça n'est pas une philosophie de vie. On ne peut pas prôner ça comme une philosophie de vie. En réalité, Albert Camus utilise cette idée-là, mais à ses fins personnelles, tout simplement. Et ça correspond à son caractère, à ses désirs, à ses pulsions,
voilà, à son énergie vitale, à son désir de manger ce monde, d'en prendre le plus possible, de ne pas perdre une minute pour ce qu'il pense ne pas perdre une minute, et chose qui est d'une absurdité absolue. Quand, quand on est... c'est là où c'est l'absurde, parce qu'il y a... Dans cette agitation, on ne vit rien en réalité. Celui qui vit bien plus que ça j'en suis convaincu, c'est le moine zen qui décide de passer sa vie face à un rocher, par exemple, ou qui décide de traverser le monde, de marcher en Inde nu, voilà, dans une vie comme ça. Il vit bien plus. Celui qui décide d'être dans le silence. Donc parce que le silence fait passer sur le corps, et le corps est dans la pure sensation des choses. Le brouhaha, la rencontre, la séduction, tout ça, c'est très bon à vivre. C'est quelque chose, voilà, c'est l'énergie de l'existence. Mais ça vit bien moins fort que l'ascète, ça c'est sûr, au niveau de l'intensité. Et pour lui, il en est à ce degré-là. Ce n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Je n'ai pas à me demander si cela est vulgaire ou écœurant, élégant ou regrettable. Alors, bien sûr, mais est-ce qu'il l'accepterait? Que ferait-il si l'ensemble de ses amis, de ses maîtresses, de ses femmes, etc., avaient cette intention de vivre comme ça? Ce n'est pas de vivre le plus, c'est de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Elles décident toutes de vivre le plus, de, même si envers lui, elle se comporte de façon vulgaire, écœurante, élégante ou regrettable, regrettable. Comment vivrait-il? Donc, il y a bien, c'est la position du maître. C'est pas c'est pas une position universelle. Dans ce choix de vie, ce choix de survivre, de vivre en plus, de vivre plus, de vivre la vie donc la vie du maître dont parle euh, Hegel, d'avoir la vie de l'autre en fait, d'avoir la vie de l'esclave, du serviteur entre ses mains, d'avoir sa vie plus la vie de ce qu'il domine. C'est ça ce qui est derrière cette chose-là. Je continue. Une fois pour toutes, les jugements de valeur sont écartés ici au profit des jugements de fait. J'ai seulement à tirer les conclusions de ce que je puis voir et à ne rien hasarder qui soit une hypothèse. À supposer que vivre ainsi ne fût pas honnête, alors la véritable honnêteté me commanderait d'être déshonnête. Et là, c'est la vraie phrase perverse, en somme, qui justifie qui se justifie elle-même. Moi, je suis honnête d'être déshonnête, vis-à-vis des autres. Voilà, je ne suis pas honnête avec ma compagne, mes amis, mes trucs, je ne sais pas, mais c'est parce que je suis dans la liberté, etc., etc. C'est des justifications simples des choses. C'est brutal ce que je dis, mais c'est comme ça que je le pense. Mais ça n'enlève rien à la qualité, à l'importance d'Albert Camus, au travail qu'il a fait, etc. Mais cet état d'âme, on le retrouve dans son existence. Je me suis permis de lire une partie de sa vie tout à l'heure sur Wikipédia. Et alors voilà, avec toute la distance qu'on peut mettre avec ça, mais il y a des choses admirables, et tellement importantes pour l'humanité. Il a agi pour l'humanité bien plus que ceux qui croient en l'humanité, qui croient au sens de l'humanité.
C'est ça qui est très intéressant dans cette chose-là. Et sa soif de toute puissance, sa soif de jouir, de jouir et de jouir et de manger, de croquer cette soif ogresque en somme, de croquer la vie toute la vie, elle est légitime en somme, d'une certaine manière. Et il essaye de la légitimer à travers ça. Je continue. Vivre le plus au sens large, cette règle de vie ne signifie rien. Il faut la préciser. Il semble d'abord qu'on n'ait pas assez creusé cette notion de quantité. C'est intéressant, car elle peut rendre compte d'une large part de l'expérience humaine. La morale d'un homme, son échelle de valeur, n'ont de sens que par la quantité et la variété d'expériences qu'il lui a été donné d'accumuler. Voilà encore le narcissisme à l'œuvre. Il ne peut prendre le monde qu'à travers sa propre expérience. Il ne voit, en somme, il se fait l'étalon de l'humanité, l'étalon de l'homme, le maître étalon de chaque homme. La morale d'un homme, son échelle de valeur n'ont de sens que par la quantité et la variété d'expériences qui lui a été donnée d'accumuler. Un moine tibétain, encore une fois, qui vit dans un monastère, il est dans sa morale, elle est bien au-delà de ce qu'il peut imaginer, bien au-delà de la morale, sans doute qu'a pu, malgré le fait qu'elle était intense, sa morale, mais elle est bien au-delà de celle d'Albert Camus. Et la variété de ces expériences est quasiment nulle. Hein. Ils se lèvent, ils font la prière, ils vont mendier, ils retournent autour. Enfin bon, bref, voilà, c'est des vies comme ça, la vie monacale, ou la vie ascète, ou la vie. Il n'y a pas à la dégrader. Et là, c'est simplement parce que pour lui, la morale d'un homme, son échelle de valeur, n'ont de sens que par la quantité et la variété d'expériences. Il se prend comme modèle de sa réflexion, parce qu'il ne peut pas. C'est le problème du narcissisme. Il ne peut pas voir l'autre dans sa dimension totale. Or, les conditions de la vie moderne imposent à la majorité des hommes la même quantité d'expérience et partant la même expérience profonde. Certes, il faut bien considérer aussi l'apport spontané de l'individu, ce qui lui est donné, le donné, mais je ne puis juger de cela et encore une fois, ma règle ici est de m'arranger de l'évidence immédiate. Voilà, il ne réfléchit pas à ça, à la différence qu'il y a entre les êtres. Ce qui lui est donné, il est conscient qu'il existe ce donné. C'est-à-dire tes pulsions, voilà, la différence moi je le situe au niveau de ton potentiel de testostérone. Voilà, ben ça fait partie de ta nature. Voilà, tu as un potentiel qui te donne une énergie, un courage, une volonté, une agressivité, une combativité complètement différente d'un autre être humain. Et est-ce que on pourrait faire l'impasse de cette réflexion? Et non, c'est fondamental de comprendre que, parce que que l'autre ne peut ne pas être comme toi, parce que c'est la seule manière d'avoir réellement de l'empathie pour lui, de pouvoir dire, ben, lui, il est trop faible pour se défendre, il faut qu'on le défende, et donc on rentre dans l'humanité. C'est là où l'humanité est capable et apte à défendre le plus faible. D'où l'intérêt justement des sociétés qui s'occupent réellement de leurs fragiles qui sont là. Et les sociétés qui sont narcissiques et qui méprisent en somme les fragiles et qui les laissent souffrir dans la souffrance. Et là, on est dans un moment comme ça. Le néolibéralisme est un mouvement narcissique qui met d'ailleurs au pouvoir et dans ses médias que de la vision narcissique.
Donc je continue. Je vois alors que le caractère propre d'une morale commune réside moins dans l'importance idéale des principes qui l'animent que dans la norme d'une expérience qu'il est possible de calibrer. En forçant un peu les choses, les Grecs avaient la morale de leur loisir, comme nous avons celle de nos journées de 8 heures. Ben, les loisirs des jeunes Grecs de l'aristocratie, on sait ce qu'ils étaient quand ils allaient chasser les, les- les esclaves qui étaient dans les champs. Mais beaucoup d'hommes, déjà, et partis les plus tragiques, nous font pressentir qu'une plus longue expérience change ce tableau de valeurs. Ils nous font imaginer cet aventurier du quotidien qui, par la simple quantité des expériences, battrait tous les records. J'emploie à dessein ce terme sportif. Et il parle de lui, là. Et gagnerait ainsi sa propre morale. Voilà. C'est-à-dire que la profusion de ces expériences, de courir à droite, à gauche, de connaître le plus, etc., ce qu'il a vécu exactement, lui permettrait d'atteindre sa propre morale, c'est-à-dire la toute-puissance. Personne ne peut contester ce que je fais, mes choix, mon désir, ma passion, ma façon de vivre. Et c'est comme ça c'est ce qu'il a réussi à imposer à sa compagne, etc., je pense, dans les choses. Ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Mais simplement, c'est pour moi un alibi pour, du narcissisme pour pouvoir vivre ce qu'il veut vivre, en somme. Éloignons-nous cependant du romantisme et demandons-nous seulement ce que peut signifier cette attitude pour un homme décidé à tenir son pari et à observer strictement ce qu'il croit être la règle du jeu. Battre tous les records, c'est d'abord et uniquement être en face du monde le plus souvent possible. Comment cela peut-il se faire sans contradiction et sans jeu de mots? Alors, en face du monde, c'est jamais en face de soi-même. Et peut-être que battre tous les records, c'est être le plus longtemps possible face à soi-même. Chose que le sage tibétain ou le moine zen qui passe 8 heures ou 10 heures par jour assis devant le vide ou devant la montagne ou devant un paysage face à lui-même, bat tous les records. Et là, c'est autre chose. C'est ultra facile, en fait, pas ultra facile, mais il n'y a pas une grosse difficulté pour un narcissique, pour quelqu'un qui a envie qui est hyper sociable, qui veut du pouvoir, de la domination, de la notoriété, de l'amour, de, de, de la vénération, etc., d'aller se projeter le plus possible vers les autres pour se nourrir de ce truc dont il est vide en somme. Parce que le vide, il ne peut pas aller le toucher. Et c'est ce qui fait la différence en réalité. Le courage qui aurait été le plus inouï pour un narcissique, ça serait d'aller travailler sur son intériorité, chose qu'il ne peut pas faire. Et donc c'est inverser la morale. Car d'une part, l'absurde, je reprends, enseigne que toutes les expériences sont indifférentes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne touche pas vraiment l'absurde. Et de l'autre, il pousse vers la plus grande quantité d'expériences. Non, il ne touche pas l'absurde, parce que l'absurde rend indifférent et rend mélancolique et rend apathique et rend, voilà, si on vit réellement l'absurde. Donc c'est bien une posture philosophique qu'il utilise pour pour vivre ce qu'il a envie de vivre sans entrave. C'est tout simplement ça. Comment alors ne point faire comme tant de ces hommes dont je parlais plus haut, choisir la forme de vie qui nous apporte le plus possible de cette matière humaine? Et là encore, de cette matière humaine. Voilà la vision qu'il a des autres,
de ce qu'il rencontre. Il va à la rencontre, il va manger de la matière humaine, en somme, dans tout ce qu'il fait. Et alors ça apporte des choses superbes, il n'y a pas de problème, il y a des choses très très belles qui ont été réalisées par Albert Camus. Mais il faut le regarder aussi sous cet angle-là. Donc, qui apporte le plus possible de cette matière humaine, introduire par là une échelle de valeur que d'un autre côté on prétend rejeter, mais c'est encore l'absurde et sa vie contradictoire qui nous enseigne. Car l'erreur est de penser que cette quantité d'expérience dépend des circonstances de notre vie, quand elle ne dépend que de nous. Et là encore, vision narcissique. Ça ne dépend que de nous. C'est-à-dire, ça ne dépend pas des circonstances de la vie. Puisque moi, je peux vivre cette toute-puissance, tout le monde peut le vivre. Donc je ne vois pas les autres. Je ne comprends pas que celui-là a été cassé dans l'enfance, celle-là a été maltraitée et ne peut pas sortir, ne peut pas aller toucher cette énergie qui est effectivement à l'origine de chacun, qui pourrait avoir accès à une vie normale, à être choyé, par exemple, adulé par ses parents, parce que c'est la mère qui construit les narcissiques, c'est la mère qui survalorise, qui met une tendance comme ça, voilà, et qui donne ce moyen, qui est un bon truc pour le narcissique pour vivre son existence. Hein. C'est une qualité, en somme, dans cette chose-là. Mais ceux qui ont été maltraités par leur mère, etc., par exemple, qui ont été, etc., et qui, ça ne dépend pas d'eux, en réalité, d'être plongés dans la névrose qui les empêche de pouvoir exprimer leur puissance de vie, en somme, dont parlerait Nietzsche. Et Nietzsche, voilà, Nietzsche, c'est le résultat de ça. Il vénère, il parle de ces hommes-là. En somme, il parle des Albert Camus quand il parle des aristocrates guerriers. Mais il ne peut pas le vivre. Il ne vit pas ça. Il vit la vie du souffrant, de quelqu'un qui a été maltraité par son père, sans doute, je ne sais pas, qui a eu des brisures qui l'empêchent d'exprimer sa toute-puissance. Voilà. Il faut ici être simpliste. À deux hommes vivant le même nombre d'années, le monde fournit toujours la même somme d'expérience. Voilà. Voilà. Alors, on est plein d'expériences, mais évidemment, la même somme d'expérience, si on le prend sous la forme, tout ce qu'on vit, c'est de l'expérience. Et le moine qui décide de rester en position yogistique toute son existence, il aura la même somme d'expérience en totalité s'il vit 45 ans qu'un autre type qui aura vécu 45 ans et qui aura couru de droite à gauche pour vivre du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin de la nuit, et recommencer et dormir le moins possible, avec toutes ces illusions, tous ces stéréotypes dans l'esprit. Parce que ce sont que des stéréotypes en réalité, mais qui correspondent à des personnalités. Donc ça va très bien pour certaines personnalités, mais on ne peut pas préconiser ça pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est là où il y a un problème actuellement. Le narcissisme, pourquoi il y a un problème avec l'humanité là? C'est que les narcissiques, ces dominants-là, on prend l'image par exemple d'un Bernard Tapie qui arrive avec le néolibéralisme, c'est-à-dire le capitalisme total, qui d'un seul coup met en avant justement ces types qui seraient sur
l'état d'esprit d'Albert Camus. Il faut vivre, il faut prendre, il faut bouffer, voilà, c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, ils disent, voilà, il faut que vous soyez comme nous. Il faut que vous soyez tous des winners. Je vais faire des écoles pour faire des winners. Je vais mettre des émissions pour que vous deveniez tous des winners. C'est un monde comme ça. C'est un monde, d'ailleurs, on y est un peu dans un monde comme ça, des prétendants en pagaille pour gagner de l'argent, etc. Mais ça fait un putain de chaos dans l'existence, dans l'humanité. C'est un monde ultra violent, quoi, dans cette chose-là. Et il préconise, on s'est retrouvé avec un monde où les narcissiques voulaient pour l'ensemble tout ce qu'ils aimaient. Berlusconi qui prend des télévisions, son désir c'est de donner à tout le monde des femmes à poil, des jeux, des trucs, parce que c'est comme ça qu'il voit l'existence. Et il ne peut pas imaginer que le peuple est différent. Et les présidents de la République qui sont narcissiques ne peuvent pas imaginer ce que le peuple a besoin, a envie, son besoin. Il veut donner au peuple la même chose que lui. La combativité, lui dire, ben, tu n'as qu'à traverser la rue, moi je l'aurais fait, voilà, donc fais ça, vas-y. Donc il ne peut pas prendre conscience de ce qu'est l'autre. Et parfois, il lui met même, il montre même son mépris à bloc. Il dit voilà, ça c'est les sans-dents. Évidemment, on les croise quand on vit dans la vie populaire, dans la vie du peuple. On les croise, les sans-dents, évidemment qu'ils existent. Jamais de la vie, mon esprit aurait pu voir qu'ils étaient, dire, le penser. Il faut être hyper narcissique pour pouvoir voir et dire ça. C'est ça la différence. Et là, c'est là où on voit les choses. Je continue. C'est à nous d'en être conscients. Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté, et le plus possible, c'est vivre et le plus possible. Là où la lucidité règne, l'échelle des valeurs devient inutile. Voilà, il se prend pour le plus lucide quoi, des choses, mais il ne peut pas. Il a la lucidité du bout du nez. Il ne voit qu'au bout de son nez en réalité. C'est la lucidité qui ne dépasse pas sa personne en somme. Soyons encore plus simplistes, même si il le voit le monde, hein, et c'est pour ça que il peut s'engager contre pour les pauvres, etc., pour les ouvriers, il sait d'où il vient, il a gardé son truc, c'est ça qui est extraordinaire. Et moi j'ai un mal fou à penser ce que je suis en train de penser, parce qu'il vient du même milieu que moi, c'est exactement ça. Et c'est curieux parce que ça me fait le même effet que des philosophes actuels là, qui sont là, qui viennent du ruisseau. Ma mère était femme de ménage, faisait le ménage chez les riches, etc. Voilà. Donc, on a cette affinité, mais il y a quelque chose qui ne va pas derrière ce truc-là, qui fait qu'il y a ce désir quand même de rentrer, d'aller dans la toute-puissance, au même titre que le dominant ordinaire. Et ça, ça bouche le truc. Il y a quelque chose qui va pas derrière ça, à mon sens. Mais bon, voilà. Et c'est ce qui fait les textes la façon dont je commente ces textes. Soyons encore plus simplistes. Disons que le seul obstacle, le seul manque à gagner est constitué par la mort prématurée. Voilà. Donc, c'est bien en quantité qui est là. Et donc, quelle sagesse il a eu de courir, de faire, d'être. Évidemment, mon père, il a vécu 101 ans. Il n'a jamais pris un risque, il est toujours parti en vélo travailler, il s'est organisé pour vivre dans un village ardéchois où il n'y avait aucun danger. Il allait même pas jouer aux boules parce qu'il y avait des mecs qui étaient un peu des castagneurs, je sais pas moi, des types qui étaient un peu comme ça, qui lui plaisaient pas. Il voulait pas de conflit avec son épouse, donc il n'a pas bougé une oreille.
il a toujours, etc., etc. Il a vécu 101 ans, motivé par la curiosité de voir ce monde se développer, comprendre où il allait. Il a connu, né en 1904, il a vu la première voiture arriver dans son village en Italie, etc. Il a, et donc, c'était, voilà, c'est l'économie, la sagesse, parce que c'était de la sagesse. Il n'a pas bu, il n'a pas fumé, parce qu'il savait que ça empêchait de devenir vieux. Il voulait devenir vieux dans une certaine façon. Et donc, qu'est-ce qui va faire que ce... Est-ce qu'il y a du manque à gagner dans une vie comme ça? Non, il n'y en a pas en réalité. Parce qu'on sait très bien, et l'absurde le démontre, que tu aies eu le, le prix de Nobel de littérature ou que tu aies ce même jour euh, travaillé à bêcher un jardin au soleil, heureux de sentir la vie comme ça, tout seul dans ton coin, dans ton truc. C'est ce que faisait mon père bien souvent, voilà, ou faucher un champ, ou monter un mur en ciment, tout seul, dans sa tranquillité. Je le regardais faire bien dans son truc comme ça. Quelle est la différence pour l'humanité? Il n'y en a pas en réalité. Il n'y en a aucune. Donc je continue. L'univers suggéré ici ne vit que par opposition à cette constante exception qu'est la mort. C'est ainsi qu'aucune profondeur, aucune émotion, aucune passion et aucun sacrifice ne pourrait rendre égal aux yeux de l'homme absurde, même s'il le souhaite, une vie consciente de 40 ans et une lucidité étendue sur 60 ans. 1. Même réflexion sur une notion aussi différente que l'idée du néant. Elle n'ajoute ni ne retranche rien au réel. Dans l'expérience psychologique du néant, c'est à la considération de ce qui arrivera dans 2000 ans que notre propre néant prend véritablement son sens. Sous un de ses aspects, le néant est fait exactement de la somme des vies à venir qui ne seront pas les nôtres. Voilà, parce qu'il n'est pas inclus, il ne s'inclut pas dans le chemin de l'humanité. Il n'a rien à voir avec François Villon qui dit frères humains qui après nous venaient. Il ne travaille pas pour cette chose-là. Il travaille pour ça, mais par inconsciemment, sans le savoir, sans s'en rendre compte. Voilà. La vie des autres qui ne sont pas la nôtre, on peut que l'envier, on peut être que dans ces états de frustration. Je ne vis pas 100 ans, je ne vis pas 200 ans, je connaîtrai pas, je ne vais pas pouvoir avoir toutes les femmes, je ne vais pas pouvoir avoir tous les prix, je ne vais pas pouvoir. C'est invivable. La folie et la mort, ce sont ces irrémédiables. L'homme ne choisit pas. L'absurde et le surcroît de vie qu'il comporte ne dépendent donc pas de la volonté de l'homme, mais de son contraire qui est la mort. Et là, l'absurde et le surcroît de vie qu'il comporte. Il parle encore, je le rappelle, je le répète, c'est l'absurde théorique, c'est l'absurde philosophique. Ça n'est pas l'absurde incarné. Rien à voir avec ça. En pesant bien les mots, il s'agit uniquement d'une question de chance. Il faut savoir y consentir. Alors voilà d'où vient, de temps en temps, il y a la chance, le destin, les choses comme ça qui apparaissent, qui montrent qu'au fond, c'est une posture, l'absurde. Au fond, il est dans la croyance qui a du sens, puisqu'il agit à l'intérieur de cette humanité. Il faut savoir y consentir. 20 ans de vie et d'expérience ne se remplaceront plus jamais. Et souvent, je pensais, quand des gens, des amis me disaient, mais voilà,
me raconter que le seul truc qui valait le coup, c'était le cul, c'était la bouffe, c'était voilà, ça allait à ce truc-là. Mais quand tu arrives à la fin de ta vie, est-ce que tu te demandes, est-ce que tu te dis, eh ben, regarde, j'ai éjaculé 10 750 fois dans mon existence. J'ai j'ai bouffé dans les meilleurs restos. Est-ce que dans les 10 dernières minutes de ton existence, dans la dernière heure de ton existence, c'est ça qui te vient à l'esprit? Si c'était ça la valeur de l'humanité, ça serait ça qui monterait à ton esprit. Mais ce n'est pas la valeur de l'humanité. Donc ça n'a rien, ça n'a aucun sens en réalité, cette chose-là. Voilà. Je vais refaire une vidéo pour la dernière étape de ce deuxième chapitre, un raisonnement absurde. Après, il y a l'homme absurde. Est-ce que je vais y plonger? Je ne sais pas. Et la création absurde, ça me donne envie parce que franchement, c'est quelque chose, quoi. Ça, vraiment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, et il y a eu Nietzsche d'ailleurs, qui m'ont stimulé comme ça à pouvoir vraiment m'obliger. Et c'est là où c'est super intéressant, cette sorte de nihilisme, même s'il ne se considère pas nihiliste, en réalité, voilà, il est, je pense qu'il est là-dedans. Et euh, comme Nietzsche, ces écrivains ont une importance incroyable parce qu'il n'y a personne qui peut donner autant d'énergie pour contredire cela, pour prouver que ils ont tort, en somme. Voilà. Donc ça oblige un travail considérable. Donc en définitive, voilà, tout ce qui conteste la vie morale, la vie, les dogmes religieux, etc., des Sartre, des Sade, je veux dire, aux, aux libertins, etc. Tous ces, tous ces penseurs, tous ces intellectuels sont incroyablement importants dans l'évolution, pour l'évolution de l'humanité. Et voilà, j'ai une affection considérable en fait pour eux. Voilà. Il n'empêche que je suis en lutte contre ça, parce que, et je suis d'autant plus en lutte contre le narcissisme qu'il est au pouvoir là, et qu'il maltraite les êtres humains, qu'il maltraite mes frères et sœurs. Et donc, on peut être heureux en sachant qu'il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, si tout le monde est à peu près heureux. Mais quand on est dans un moment d'abus comme celui qu'on est, là, c'est hyper révoltant. Et je suis révolté et je lutte contre le narcissisme qui est au pouvoir dans ce truc. Voilà. Donc, et je trouve que c'est un combat digne d'intérêt. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez mettre des pouces, etc. À bientôt.